Bonsoir. Il collectionne les plus hauts sommets de la planète, comme d'autres les papillons ou les timbres-poste, avec une aisance et une désinvolture apparente qui en font une sorte d'extraterrestre. Pourtant, il n'y a pas plus terrien que ce gruérien souriant et discret que Racine accueille ce soir. Erard Loretan, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau d'accès plus aisé que les très hauts plateaux auxquels vous avez l'habitude de vous frotter. Le 5 octobre 1995, vous avez posé le pied, vous avez vaincu le Kanchenjunga qui culmine à 8586 mètres d'altitude, si ma mémoire est exacte. C'était le dernier 8000 sur les 14 existants sur la planète qui manquait à votre palmarès. Alors, avant d'aller plus loin, et afin d'éclairer les profanes que nous sommes, il faut replacer cette performance dans son contexte véritable et il faudrait que vous nous expliquiez quels sont les périls spécifiques auxquels on s'expose à ces altitudes extrêmes. Alors, bon, là, en fait, il y a 14 8000 sur la planète. Là, le 5 octobre l'année dernière, je suis arrivé au sommet. Je dois dire que pour moi, je m'attendais pas à qu'il y ait autant de publicité là autour, parce que finalement l'ascension du Kanchenjunga, ça n'a pas été plus qu'une autre ascension. On a fait des choses beaucoup plus dures où on n'en a jamais parlé. Puis là, bizarrement, il y a du quantitatif, il y a un classement, il y a un record. Alors là, tout de suite, on en cause. Mais je dirais que les dangers restent toujours les mêmes. Il y a une zone qui s'appelle la zone de la mort, qui est entre 7000 mètres et plus. Et là, on s'expose quand même à plein de choses, aux œdèmes. À ces altitudes, je dirais qu'on côtoie de très près la mort. À ces altitudes, les problèmes de la montagne peuvent devenir une montagne de problèmes? Ouais, c'est clair, parce que tous les problèmes qu'on peut avoir sur l'Alpe chez nous, ils sont multipliés par X, parce qu'il y a ce phénomène de l'altitude, où il y a le manque d'oxygène, où tout le cerveau, tout le système du corps est ralenti. Ce dernier 8000 mètres qui vous manquait, vous l'avez eu. Vous êtes le troisième homme à pouvoir vous targuer de ce palmarès. Comment vous protégez-vous contre le vertige de la célébrité? Bon, je crois que je vais garder quand même la tête assez froide. Je sais que là, je suis en train de vivre une expérience tout à fait nouvelle pour moi, qui est très riche d'ailleurs. Mais je vais vous dire franchement que je suis content de repartir. Si l'on regarde un peu l'ensemble de votre carrière, bien sûr, vous l'avez dit, c'était pas la chose la plus difficile. Sur quel sommet, sur quelle voie avez-vous éprouvé le plus grand nombre de difficultés? Moi, je dirais, par exemple, l'Annapurna en 84, où on a fait une très très grande traversée en distance et en temps, où on a dû redescendre sur un itinéraire qu'on ne connaissait pas. Là, je pense qu'on a été beaucoup plus à la limite de nous-mêmes qu'au Kanchenjunga, où on a... En fait, notre style maintenant avec Jean Troyer, c'est des ascensions très rapides, très légers. Et puis au Kanch, c'était pas tout à fait ça. Quand on est seul dans ces espaces et à ces altitudes, est-ce qu'on a le sentiment de son insignifiance, de sa précarité? Ouais, c'est sûr. Quand on est sur des arêtes à 8000 mètres, c'est là qu'on se rend compte, même dans une grande face de l'Himalaya, c'est là qu'on se rend compte que l'être humain est une petite fourmi devant un immense obstacle. Est-ce qu'il vous arrive de prier dans ces circonstances? Je crois que ça, c'est propre à l'être humain. Je crois que dans les moments difficiles, on appelle des fois à l'aide. Et ça m'arrive aussi. Vous êtes croyant, vous êtes pratiquant? Je suis croyant. Je ne suis pas pratiquant. Je suis croyant. De quelle confession? Bon, je suis catholique, Oui. mais je dois dire que si je devais pratiquer à fond quelque chose, je me verserais plutôt dans le bouddhisme. Je trouve que finalement les bouddhistes ont une philosophie de vie qui est très simple. Je crois que c'est quand même les seuls qui n'ont jamais tué pour en fait propager leur philosophie de vie. Hein, parce que pas toutes les religions peuvent en dire la même chose. Et puis
C'est une philosophie qui est très simple, hein. Il respecte en fait toute la nature, pas seulement l'être humain, mais les plantes, les animaux. Et je dois dire, bon, j'ai eu quand même pas mal de contacts avec eux, je me sens très très proche d'eux. Vous disiez si je devais choisir, vous n'avez pas envie de choisir? Je ne sens pas encore le besoin parce que en faisant ces ascensions à 8000 mètres, je dirais que j'ai ma propre religion en fait. Je vais là-haut parce que je ressens une rencontre avec très très forte avec quelqu'un, je sais pas qui, mais pour le moment ça me suffit. Quand on approche d'un sommet successivement après un certain nombre de camps de base, c'est long. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration de devoir rester 40 secondes au sommet pour descendre à toute vitesse? Non, vous savez, les meilleurs moments, on dit que c'est les plus courts. Nous, quand on arrive au sommet d'un 8000, c'est un moment c'est tellement fort que même s'il dure 2 minutes, il est suffisant et on va s'en souvenir toute sa vie. Le grand problème qu'il y a quand on est au sommet d'un 8000 mètres, c'est on sait qu'on a fini pratiquement d'en souffrir, mais il reste toute la descente. Et on sait qu'on est fatigué, qu'on doit se concentrer, et la descente est dangereuse. Donc il reste cette tension nerveuse, cette angoisse en nous. Et je dirais le meilleur moment peut-être d'une expédition, c'est le retour au camp de base. Je crois que c'est Reinhold Messner qui disait le meilleur alpiniste, c'est celui qui survit. Et en 1987, vous avez eu un terrible accident dans les Alpes. Ouais, j'ai eu un assez grave accident dans les Alpes. On voulait tenter avec André Georges un enchaînement de face nord. Et là, j'ai été pris dans une avalanche. J'ai fait une chute terrible et je me suis retrouvé en fait paralysé des membres inférieurs. Et puis bon, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis arrivé à l'hôpital de Lille où une super équipe de médecins a tenté l'impossible. Et je me suis retrouvé assez vite sur pied. L'idée qu'à ce moment-là, vous pourriez peut-être ne plus jamais faire d'alpinisme, vous a-t-elle terrorisé? Terrorisé pas, parce que je sais que finalement, ça me prend un peu au bout du nez. Je ne serais pas surpris d'être un jour dans cet état. Et non, ça m'a pas choqué. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce problème. Finalement, même dans une chaise, on peut faire des choses extraordinaires. S'il nous arrive quelque chose de grave, c'est souvent pas pour rien. Ça fait changer de direction à quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit plus mauvaise que celle d'avant. Donc on peut vivre des trucs extraordinaires, même dans une chaise, ou en faisant complètement autre chose, en devant changer sa vie fondamentalement. On a parfois le sentiment que le sportif d'élite, l'alpiniste, l'himalayiste en l'occurrence, est un être égoïste. Je crois. Je crois que pour faire des ascensions en Himalaya de très haut niveau, il faut une certaine part d'égoïsme, d'individualisme. Mais je ne crois pas que c'est une mauvaise chose. Je crois que peut-être dans la vie en général, une part d'égoïsme est une bonne chose. Parce que finalement, le but dans la vie, c'est d'évoluer intérieurement, d'évoluer sur le meilleur des chemins possibles. Et je crois que ce qui est très important, c'est d'être d'abord bien dans sa peau. Et pour être bien dans sa peau, il faut peut-être une certaine part d'égoïsme avant de pouvoir amener du bien ou certaines choses à d'autres. Justement, dans le grand public et parmi la jeunesse, vous êtes, bon gré mal gré, devenu un héros. Est-ce que vous vous sentez une responsabilité de partage vis-à-vis de ces gens-là? C'est clair que j'ai l'impression, enfin j'ai le sentiment que je dois quelque chose à ces gens. Je dois essayer d'amener un message à ces jeunes. Et je le fais volontiers. Vous l'avez fait d'ailleurs en compagnie de deux jeunes gens en phase de réinsertion, avec qui vous avez fait la face nord de l'Eiger au mois de juin 1995. Est-ce que là, du point de vue éthique alpine, il y avait quelque chose à dire? Alors là, je vous dirais très franchement, j'ai trouvé l'idée de ces deux jeunes très très bonne. C'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Mais au niveau de l'éthique alpine, ça me plaisait pas du tout parce que il faut pas oublier que la face nord de la guerre reste quand même un peu mythique.
Il y a des gens qui s'entraînent toute leur vie, qui rêvent toute leur vie, des alpinistes qui rêvent toute leur vie d'aller à la face nord de la guerre, et puis qui n'ont pas les moyens. Et puis tout d'un coup, il y a deux bonhommes qui arrivent, qui ont peu d'expérience, et puis qui font la face nord de la guerre. Il y a une certaine barrière qu'on a omis, en fait, qu'on a franchi trop vite. Et l'idée là me plaisait pas tellement. Je pense pas que je le referais. Vous avez également, au cours de l'année passée, gravi le mont Éperlil en Antarctique, qui n'a pas une altitude excessive, mais il y a un dénivelé extraordinaire. Là, vous étiez vraiment tout seul, hein, pas de compagnon, pas de camp de base, rien du tout. Là, j'ai vécu une expérience assez extraordinaire, ouais. D'engagement total. Je me suis fait poser au beau milieu du désert en Antarctique, au pied d'une montagne de 3000 mètres de dénivellation. Personne n'y était allé avant moi. Et là, j'ai vécu une aventure extraordinaire. Être le premier homme à poser le pied sur un sommet qui a quand même 4900 mètres, j'avais l'impression d'être Armstrong sur la Lune. Vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu Dieu, quelque part? Non, non, pas du tout. C'est grâce à Dieu si je peux faire ça. Enfin, grâce à quelqu'un en tout cas, mais non. J'ai beaucoup de chance dans la vie. J'ai la chance d'avoir pu trouver mon chemin très très vite, très très jeune. Et j'en suis très heureux. L'Antarctique, vous allez y retourner? Oui, je vais certainement y retourner. Ouais. Et qu'est-ce qui vous séduit particulièrement dans cet endroit? C'est peut-être le fait que c'est peut-être un des derniers endroits sur la Terre, avec l'Himalaya, où on retrouve cet engagement total. On sait très bien que quand on est dans une face en Antarctique ou à 8000 mètres, on est totalement engagé, il n'y a pas possibilité de secours. Et je crois que dans ces terrains-là, on trouve encore l'aventure avec un grand A. Lorsque vous êtes redescendu du Kanchenjunga, vous avez croisé les alpinistes français, Benoît Chameau et Pierre Royer, qui ont disparu dans les heures, les jours qui ont suivi. Quel est le sentiment à ce moment-là, lorsque on voit des collègues qu'on ne revoit plus? Alors c'est clair que c'est des sentiments donc au moment présent qui sont très difficiles à gérer. Surtout quand vous avez côtoyé ces gens ou quand c'est des très très bons amis. J'ai eu des expériences très très difficiles. Mais je dirais que... Est-ce qu'il n'y a pas une certaine dérive de leur part? Je pense Une pas. pression? Non, je pense pas. En fait, au moment présent, c'est très dur. Mais en fait, ces accidents n'arrivent pas pour rien. Pour nous, elles sont toujours plus ou moins bénéfiques. Elles remettent les pendules à l'heure, en fait, en nous disant on n'est rien du tout et il faut continuer à respecter l'élément, à respecter plein de choses. Et en fait, on décide de pas grand-chose. Et ces petits incidents ou ces accidents graves qui surviennent dans la vie ne surviennent pas pour rien. Donc, c'est des petites sonnettes d'alarme qui nous est très utile. Lorsque vous faites le vide en vous, lorsque vous méditez, que vous vous observez, est-ce qu'il y a dans votre personnage une face nord que vous aimeriez faire? Ouais, je dirais que je suis en pleine face nord là. J'ai jusqu'à maintenant jamais eu l'habitude de côtoyer autant de médias, d'avoir autant de succès autour de moi. Et je suis curieux de voir comment je vais en fait gérer tout ça. Et je me demande jusqu'où ça va me mener. Et alors étant, je vous remercie.